Bienvenue dans le débat. Il est consacré au Mali. Alors que le pays connaît une grave crise sécuritaire et économique, les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, bloquent l'approvisionnement en carburant de Bamako et de plusieurs autres grandes villes du pays. Plusieurs convois de camions-citernes venant de Côte d'Ivoire ou encore du Sénégal ont été attaqués et incendiés, provoquant d'importantes pénuries d'essence et de gazole dans la capitale. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé le retrait de leur personnel non essentiel du Mali, après avoir exhorté leurs ressortissants à quitter immédiatement le pays. L'Italie, l'Allemagne, le Canada ou encore l'Espagne ont fait de même. La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le pays dès que possible par les vols commerciaux encore disponibles. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a fait part quant à lui de sa profonde préoccupation, je cite, face à la dégradation de la sécurité dans le pays. Il appelle aussi à une action internationale urgente. Alors, on va revenir sur la situation sécuritaire à Bamako et plus largement au Mali. Où en est-on? Quelle est la stratégie des djihadistes du JNIM? Comment résistent les autorités au pouvoir? Quel impact dans les autres pays du Sahel et dans la région? Quelle réaction de la communauté internationale? On pose ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sedi Kaba. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, écrivain, chercheur associé et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. À Impact Édition. Bienvenue à vous. En face de vous, Étienne Fakaba Sissoko. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes économiste, écrivain également et vous avez été le conseiller du président Ibrahim Boubacar Keïta. Bienvenue à vous. Niagale Bagayoko est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Africa Security Sector Network. Bienvenue, Niagale. Antoine Glaser est avec nous ce soir, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique. Bonsoir à vous également et bienvenue. Bonsoir. Avant de démarrer cette discussion, on va faire un point en images sur ce blocage de l'approvisionnement en carburant de Bamako et d'autres villes du Mali par les djihadistes et aussi de leur méthode. Vous allez voir qu'on parle beaucoup de l'exécution d'une jeune tiktokeuse malienne qui a été enlevée puis exécutée dans le nord du Mali par des djihadistes présumés. Récit du correspondant France 2 dans la région, Nicolas Bertrand. C'était une jeune femme souriante d'une vingtaine d'années qui aimait se filmer et poster ses vidéos sur les réseaux sociaux. Plusieurs fois, elle avait marqué son soutien à l'armée malienne, en uniforme, faisant des saluts militaires. La veille de sa mort, elle filmait sur ce marché, dans sa ville, Tonka. C'est là qu'elle est enlevée par des djihadistes, comme le raconte son oncle. Donc les terroristes l'ont vue en train de filmer, ils pensaient qu'elle était en train de les espionner. Ensuite, il assiste impuissant à son exécution. Au moment de l'exécution, ils l'ont amené sur 2 motos, ils étaient 4. Donc ils ont bandé ses yeux, après ils ont tiré sur elle à bout portant. Elle a reçu au total 4 balles dans son corps. Les gens ont très peur, Une exécution publique, alors que le Mali tout entier vacille. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans mènent des attaques toujours plus proches de Bamako. Ils visent particulièrement les camions de carburant afin de couper les ravitaillements et asphyxier la capitale. Des événements qui rappellent la situation de 2012, quand le nord du Mali était occupé par des groupes islamistes. Les femmes étaient fouettées en cas d'adultère et ne pouvaient ni aller à l'école ni porter un pantalon. Aujourd'hui, à nouveau, les djihadistes s'en prennent à elles. S'il y a des femmes qui se trouvent dans ces véhicules et qu'elles ne portent pas de hijab, et ces femmes sont extraites du véhicule et souvent subissent des châtiments corporels, par exemple 10 coups de fouet, 50 coups de fouet. Ça arrive tous les jours. L'exécution publique de Mariam Cissé a plongé le Mali dans l'effroi. Tout le monde, même à Bamako, refuse de répondre à nos questions ou d'être filmé. Les djihadistes ont atteint leur objectif, semer la terreur. Étienne Fakaba Sissoko, est-ce que le Mali est effectivement plongé dans l'effroi aujourd'hui? Plus que l'effroi. Aujourd'hui, je rebondis sur la conclusion en disant qu'ils ont atteint leur objectif en créant un sentiment de peur, mais surtout les djihadistes, mais surtout en prenant possession de l'État. Parce que contrairement à l'idée préconçue d'un État qui est constitué d'un territoire, d'un pouvoir politique et d'une administration, aujourd'hui, ce sont les fonctions vitales de l'État qui sont aujourd'hui
exercées par le JNIM. Elles sont exercées ou elles sont menacées? Elles sont exercées par le JNIM. Quand vous voyez au centre du pays où la TikTokeuse, vous l'avez montré tout à l'heure, où elle a été mise à mort simplement pour avoir filmé des djihadistes passants, ou encore des femmes qui ne peuvent quitter Bamako pour aller à Ségou sans se mettre en voile et sans se mettre derrière dans le car, derrière les hommes dans le car, comme exigé par le JNIM, ou quand encore le JNIM met un blocus sur Bamako, sur les axes routiers, en disant aucune citerne ne rentre, aucune citerne ne sort. Donc ils exercent de fait le pouvoir de l'État. Quand ils imposent la zakat sur un pan entier du pays, c'est le rôle de prélèvement fiscal de l'État qu'ils sont en train d'exercer. Donc aujourd'hui, la question ne se pose plus de savoir est-ce que le JNIM a atteint son objectif ou pas. Le JNIM gère le Mali comme il le souhaite. Mais pour l'instant, Bamako n'est pas tombé. C'est ce que je dis, c'est le Mali qui est tombé en fait. Bamako, pas que Bamako, le Mali est tombé parce que dès l'instant que le pouvoir politique n'arrive pas à exercer sa souveraineté sur le territoire, dès que ces fonctions régaliennes qui font d'un État un État ne sont plus assurées par lui, mais par les djihadistes, alors oui, le JNIM a atteint son objectif, Bamako est tombé et le Mali aujourd'hui est entre les mains des djihadistes. Sadi Kaba, vous êtes d'accord? Entre les mains, le Mali entier est entre les mains des djihadistes? Oui, il y a un affaiblissement de l'État qui s'explique par le rapport de force que le JNIM a pu créer dans certaines parties du territoire. L'État ne s'est pas encore effondré et il y a des pans entiers où l'État continue d'exercer, l'État malien continue. Mais le fait simplement que le JNIM puisse édicter un certain nombre de règles auxquelles les populations se conforment, y compris à partir de Bamako. Quand le JNIM demande aux transporteurs maliens qui embarquent les passagers à partir de Bamako de séparer les femmes d'un côté du bus et les hommes d'un côté, et que le transporteur s'y conforme, ça veut dire que le JNIM a une certaine capacité d'édicter des règles qui sont respectées, y compris à partir de Bamako. Il y a aujourd'hui une situation qui s'explique qu'on peut considérer comme une forme de gouvernance alternée. C'est-à-dire que les groupes djihadistes, une partie de la nuit, exercent, y compris de pouvoirs régaliens comme la justice, la sécurité, et puis une autre partie, quand l'État revient, ils prennent la fuite. Donc nous sommes dans cette situation. Un pouvoir alterné. Niagalé, vous diriez ça aussi? Gouvernance. Une gouvernance alternée entre djihadistes et la junte, donc. Alors moi, je pense que ça dépend des zones. Qu'il y a des espaces qui sont totalement sous le contrôle du JNIM. Alors on va regarder la carte et vous allez dire à quel endroit? Alors, certaines parties du nord du pays, une grande partie du centre, de manière croissante une partie de l'ouest, et le sud aussi, y compris dans les marges que sont les territoires du Burkina Faso et du Niger, avec une pénétration aussi vers le nord des pays côtiers. Pour ce qui est de Bamako, à mon avis, la situation est plus compliquée parce que on a en réalité un rapport de force qui fait que les djihadistes ne sont pas militairement capables de prendre la ville et surtout de l'administrer sur la durée, parce que c'est une chose de gérer la gestion des ressources naturelles, d'administrer la justice ou de prélever un impôt dans les zones rurales, c'en est une autre de gérer une ville de plusieurs millions d'habitants et une administration de ce point de vue-là. Il ne me semble pas que le mouvement dispose des capacités pour ce faire. Donc effectivement, on est dans une sorte de gouvernance partagée avec un camp gouvernemental qui essaie de résister aux espaces de gouvernance conquis au cours des 12 dernières années par le JNIM, effectivement. Antoine Gazer, on a appris tout de même que la situation s'améliorait très légèrement à Bamako. Ça, c'est selon l'AFP. C'est ce que j'allais vous dire. Sur le plan du carburant et que les armateurs, par exemple, recommencent MSC, CMA, CGM, c'est vrai que le pouvoir est en train de négocier en leur proposant sans doute d'avoir une sécurité pour accompagner un certain nombre de convois de carburant.
Mais c'est vrai que ça ne change pas sur le fond, parce que vous faites ça une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous ne pouvez pas passer votre temps à accompagner comme ça des cargaisons de carburant. Et surtout, ça crée... la stratégie quand même du JNIM, c'est de créer à l'intérieur, dans la population, un effroi pour qu'à un moment donné ou à un autre, ils se retournent vers le pouvoir. Et à ce moment-là, qui a suscité un mécontentement populaire. Mais c'est un truc c'est à double tranchant, parce que ce pays est tellement aussi dans il joue sur la souveraineté du pays. Il continue, le pouvoir militaire joue sur la souveraineté du pays. Et puis on parle du Nord. Mais quand même, on oublie tous, à un certain moment donné, comment finalement, grâce d'une façon assez étonnante, parce que ça n'a pas duré, mais grâce aux Russes, je veux dire, de Wagner, ils ont repris ce qu'ils reprochaient aux Français, ils ont repris la ville de Kidal. Ils n'arrivent pas à sortir de la région, mais le nord du pays. À Bamako, on sait bien que l'obsession, c'était le nord du pays, c'était Kidal. Ils ont repris le nord, mais ils n'ont pas repris la région. Et puis, je ne sais pas si on va en parler, mais il y a quand même le grand acteur de la région dont personne ne parle et qui joue un rôle majeur, c'est l'Algérie. C'est quand même l'Algérie qui connaît le JNIM et qui finalement avait ses relations avec l'accord d'Alger et qu'on laissait quand même l'ensemble des forces. Et même les Russes sont gênés parce qu'ils sont bien avec l'Algérie et maintenant ils sont mal avec le gouvernement de Bamako. Vous voyez que la situation est plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Elle est toujours plus complexe que ce qu'on peut jamais imaginer. Avant de revenir sur l'Algérie, Étienne Fakaba Sissoko, qui sont ces djihadistes pour qu'on comprenne bien? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux dont on parlait en 2012, par exemple 2013? Est-ce que ce JNIM, c'est une agglomération de djihadistes? Ils ont un projet politique? Moi, je ne le sais pas. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'insiste sur la question de la négociation, d'ouvrir le dialogue avec ces djihadistes. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire à Bamako ou ailleurs aujourd'hui, ce sont des supputations. Il faut ouvrir un canal de dialogue avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent réellement. C'est ce que fait la junte aujourd'hui ou pas? Du tout. Du tout, parce que cela n'arrange pas la junte. Et d'ailleurs, cela n'arrange pas la junte parce que, tout simplement, cette situation de chaos-là est voulue, entretenue par la junte. Il faut ouvrir le canal de discussion parce que toutes les rencontres auxquelles le Mali a participé ces dernières années, le dialogue de la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif, les assises nationales de la refondation, dernièrement, le dialogue intermalien, toutes ces rencontres ont recommandé sans exception d'ouvrir le dialogue. Le JNIM serait ouvert au dialogue sans prendre le pouvoir? Il faut le proposer. C'est pourquoi aujourd'hui je dis que nous proposons ce dialogue-là, ceux qui sont épris de paix et qui veulent comprendre où est-ce que le JNIM veut nous amener, qu'on ouvre la discussion, qu'on discute avec eux et qu'on se mette d'accord sur quel type d'État il faut mettre en... Non, le JNIM, je serais peut-être prétentieux, mais ce n'est pas des inconnus en réalité. Voilà, en mars 2017, lorsqu'ils ont créé cette fêtière de mouvements terroristes avec en sardine d'un côté, le Front de libération du Massina de Koufa d'autres et d'autres mouvements plus petits, on savait qu'ils allaient s'organiser de cette façon. Ils se sont donc organisés. Ils ont réussi tout de même. Il y a une évolution. En fait, l'évolution qu'on peut percevoir dans la stratégie du JNIM, c'est au début, ils étaient dans une sorte de conquête territoriale, extension. Ça commence par le nord, ça gagne le centre du Mali, ça déborde au Niger, ça cherche à arriver dans les pays sahéliens. Il y a aujourd'hui la nouveauté plutôt, c'est l'agenda politique dans lequel il se quel est-il justement avec une stratégie, même s'il n'envisage pas de prendre des villes, parce que comme a dit Nagalé, c'est plus facile de prendre une ville que de l'administrer, mais il y a aujourd'hui une stratégie de dédiabolisation. Le fait simplement, par exemple, d'avoir une dimension nationale au début, on voyait que les revendications étaient un peu en tamashek. Le fait d'ajouter des revendications en bambara s'inscrit dans une stratégie aussi de donner une dimension nationale. L'autre élément important, et j'en termine, par exemple, le fait que le JNIM dise, et c'est nouveau, aux populations, nous, on n'a rien contre vous. Vous pouvez vous déplacer, y compris dans les zones qu'on contrôle. Simplement, vous devez respecter la séparation entre les hommes et les femmes. Oui. Il y a
Ils cherchent à gagner le cœur de population aussi. Et ça, à mon avis, il y a une arrière-pensée politique dans cette Ils ont réussi, Niagalé Bagayoko, ils ont réussi justement à fédérer ces Maliens. Est-ce qu'il y a des pressions? C'est quoi leur projet? On dit vous séparez les hommes et les femmes. Il y a déjà un projet politique là. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que le JNIM officiellement se présente comme un mouvement qui en fédère plusieurs autres. Pour répondre à votre question de savoir si ce sont les mêmes mouvements que ceux de 2013, oui, pour certains d'entre eux. Yada Ghali, qui est à la tête du JNIM, vient du mouvement En Sardine, qui en fait partie, qui a intégré aussi des composantes d'AQMI, en effet des composantes du centre du Mali, Peul. Mais quelles sont leurs revendications? Elles sont très claires. D'abord, elles s'inscrivent dans un cadre national. Effectivement, contrairement à l'État islamique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État islamique est aussi présent au Mali, mais dans d'autres zones, et que l'État islamique combat le JNIM. L'État islamique est plus présent dans les zones de Ménaka. Mais en l'occurrence, le JNIM a toujours revendiqué de vouloir instaurer une vision ultra rigoriste de la charia sur un État malien unitaire, à l'inverse de ce que prônaient les Touaregs qui avaient une vision plus autonomiste ou plus indépendantiste. Mais surtout, c'est un mouvement qui revendique de défendre le pays contre les partenaires et les intervenants étrangers, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse en effet de tout partenaire impliqué auprès du pouvoir. Ils sont nationalistes, on pourrait dire ça. Ils sont nationalo-islamistes, je pense. Mais juste pour terminer, je pense qu'en effet, ça a été la grande erreur qui a empêché d'introduire le dialogue que vous prenez et qui a été effectivement prôné par la plupart des gouvernements, ou en tout cas des grandes conférences nationales, et de voir uniquement le mode opératoire de ce groupe qui recourt en effet en partie à des techniques terroristes, mais pas seulement comme on l'a dit, alors qu'il porte un projet politique très clair depuis le début, d'émancipation aussi par rapport à des solidarités. C'est le cas par exemple d'Amadou Koufa qui revendique de vouloir libérer les castes, notamment considérées comme servantes ou serviles. Antoine Gazer. C'est fondamental pour comprendre ce qui se passe au Mali actuellement. Ce que vient de dire Niagalé aussi, Sédic sur ce qu'on appelle les problèmes intercommunautaires. Au début, le JNIM, c'était vraiment les Touaregs du Nord. Maintenant, effectivement, il a créé avec le Front de libération du Massina, ce sont des Peuls, population Peul. C'est pour ça qu'il peut se permettre d'être autour de Bamako, parce que ce n'est pas les Touaregs simplement du Nord qui sont autour de Bamako. Ce sont des Peuls très nombreux dans la région et du centre du pays. Et effectivement, il y a un projet politique qui est derrière, mais encore une fois, on parlera peut-être de l'Algérie ou autre, mais ça ne se fait pas tout seul. Ça veut dire c'est vraiment... Il y a des soutiens de puissance étrangère. Mais bien sûr, il y a des problèmes régionaux extrêmement importants. C'est le jour où le gouvernement malien a eu des problèmes avec les Algériens que le JNIM est descendu aussi bas. Il ne faut pas se leurrer. Et pourquoi? Parce ils étaient avant uniquement à Kidal, au nord, qui prétendaient... Le JNIM, au départ, il prétendait, comme les autres Touaregs, créer l'Azawad. Ça veut dire leur indépendance au nord uniquement. Maintenant, ils sont dans un autre projet politique sur l'ensemble du pays. Parce qu'ils ont réussi, en fait. Absolument, à agréger d'autres mouvements djihadistes, d'autres communautés. Et ça, c'est fondamental. Étienne Fagaba, Sissoko, il faut lutter tout de même contre eux ou simplement parler d'ouverture? Il faut faire attention. Quand on dit que le JNIM a été créé avec des revendications territorialistes, ou avec une volonté de conquérir des territoires, vous l'avez vous-même reconnu qu'aujourd'hui, ils ne sont plus dans cette logique-là. Ils n'ont plus besoin de conquérir un territoire. Ils exercent déjà le pouvoir d'État. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc, quelle est la prochaine étape? Parce que Bamako, par exemple, il y a toujours la junte, il y a l'armée malienne. Donc... Absolument. En 2012, par exemple, vous l'avez rappelé, on fouettait les gens, on coupait les bras. Et aujourd'hui, on dit aux populations, ce n'est pas à vous qu'on en veut. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme, il y a un changement dans la façon... Mais que s'est-il passé avec cette tiktokeuse? Il y a bien un peu de terreur, là, tout de même. Il y a la terreur. C'est pourquoi je dis que la négociation, c'est la clé pour mettre fin à la violence.
la violence ne peut s'arrêter que si nous décidons de comprendre pourquoi est-ce que tout cela se passe et comment y mettre fin. Mais Etienne Fabakaba, Sissoko, négociation, ça veut dire concession. Oui, c'est ça. Comment? Négociation, ça veut dire concession, donc ça veut dire Mais si on ne cède rien aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne cède rien aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? S'ils conquièrent le pouvoir politique à Bamako, comme on est en train de s'inquiéter, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'ils vont exercer leur projet politique. Si ce projet politique que vous avez présenté est exact, ils vont l'appliquer dans sa rigueur. C'est pourquoi nous voulons... Ce n'est pas le cas si on négocie, vous dites. C'est pourquoi nous voulons éviter ça en mettant la junte qui exerce par la terreur et par la propagande d'un côté, avec la junte qui est dans la violence de l'autre, pour qu'on arrive à trouver un équilibre. Je finis là-dessus. Moi, je suis un chrétien, catholique et pratiquant. Si je parle de négociation, c'est par crainte justement de l'application de cette charia. C'est pourquoi j'ai envie de comprendre où est-ce qu'ils veulent nous amener, quel va être le sort réservé à cette communauté que j'aime bien, dans laquelle je me retrouve. Et comment est-ce que tout cela va changer, quel regard est-ce que nous allons avoir, quelle va être la place de la religion dans finalement la vie publique. Mais pour ça, il faut accepter, d'autant plus que le rapport de force aujourd'hui penche de leur côté. Mais justement, c'est un fait. Je pense que toute la difficulté est là. Aujourd'hui, dans le rapport de force qui est celui que l'on connaît, et dans la posture qui a été choisie par le pouvoir militaire, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'espace pour la négociation. L'idéal serait de négocier. Mais comme vous savez, dès le départ, après le coup d'État, dans le coup d'État, celui de mai 2021, la posture du pouvoir a été de penser qu'on peut écraser tout le monde par la force, y compris l'accord d'Alger. L'accord d'Alger a été remis en cause à partir du moment où le pouvoir a conquis, comme l'a appelé Antoine, en novembre 2023, a conquis par la force Kidal. Pour lui, tout le reste va se dérouler par la force, y compris l'élimination du MNLA qui s'est replié vers Tinzawatan après la conquête de Kidal. Donc le pouvoir est vraiment dans le schéma de gagner par la force. Et on a vu au Sahel que la crise ne peut pas se résoudre que par la force, que par les moyens militaires et sécuritaires. Mais pour l'instant, il n'a pas renoncé. La dimension qui n'a pas été prise en compte, on se retrouve dans la situation d'aujourd'hui où encore pour le pouvoir, rien n'est encore joué, rien n'est encore perdu. Voilà. Ils sont dans cette posture-là. Sédic, Niagalé, justement, pour rebondir, pour l'instant, la junte n'a pas renoncé. Elle ne négocie pas. Elle veut continuer. D'ailleurs, les forces Wagner qui sont devenues Africa Corps, pourquoi finalement ça a été si compliqué? Parce que là, ils tiennent Bamako encore, si je comprends bien, la junte, mais c'est à peu près tout. Alors, la situation opérationnelle est contrastée, mais ce qui est certain, c'est que les attaques du JNIM se sont rapprochées depuis 2 ans déjà de Bamako, y compris du centre du pouvoir qui se situe à Kati. Mais à mon avis, ce qui est très important, c'est de se rendre compte que le gouvernement militaire au pouvoir actuellement n'est absolument pas en rupture avec la logique de règlement de la crise par des moyens effectivement militaires qui a été celle de tous les intervenants depuis le début de la crise, que ce soit les partenaires étrangers ou les partenaires nationaux. Et cette option de la négociation, elle n'est pas nouvelle. Le dialogue national inclusif, il date de 2019. La conférence nationale d'entente, elle date de 2017. Et ce sont des recommandations qui avaient été faites de discuter avec tous les fils du Mali, y compris Yad Gali et Amadou Koufa qui étaient nommément cités. La France, à l'époque, s'était opposée de manière absolument intraitable à toute idée de négociation, ce qui avait d'ailleurs valu une passe d'armes avec le ministre de transition de l'époque. Mais cette approche de la résolution du conflit et du pourparler, qui finalement est l'option qui a été choisie par la Mauritanie, à bas bruit, de manière beaucoup plus discrète. Mauritanie, dont je rappelle que depuis 2011, elle n'a plus subi d'attaque sur son sol. 14 ans, c'est quand même énorme. Qui a choisi, effectivement, de mener un dialogue, notamment au niveau interreligieux, intra-islam, avec les courants les plus extrémistes de cette religion. Antoine Glaser. Donc un scénario à la mauritanienne. Oui, mais ce qui s'est vraiment passé aussi, qu'il faut dire que c'est pour ça que ça rend les négociations très compliquées, c'est que ce pouvoir s'est bunkérisé de mois en mois. Ça veut dire, au niveau de la démocratie interne, il n'y en a plus dans le pays.
il y a un certain nombre de personnalités qui sont en prison. Plus personne n'ose moufter, dire quoi que ce soit à Bamako. Et c'est ça la difficulté. C'est que si vous voulez, à un certain moment donné, pratiquer une ouverture et discuter même avec les uns, il faut que vous ayez un consensus national. Comment vous allez avoir ce consensus national quand vous avez des principaux élites politiques qui sont obligées de se taire ? C'est pour ça qu'à mon avis, on est dans une période de... Qu'est-ce qu'il a fait, le président Assimi Goïta? Il a été envoyé son ministre de la Défense parler aux voisins, voir comment ils peuvent les aider. Mais lui, il est dans un schéma purement militaire de force. Mais absolument pas d'ouverture. Il y a eu une période dans ce pays où, je veux dire, les populations, tout le monde discutait avec tout le monde. Maintenant, vous avez l'imam Diko qui est en Algérie, vous avez un certain nombre de gens qui sont en prison. C'est la bunkérisation de ce pouvoir. Étienne Fakaba Sissoko, mais ça veut dire, si le projet politique donc, du JNIM, c'est effectivement de mettre en place un califat, c'est ça? Est-ce que le Mali pourrait devenir demain un califat? Aujourd'hui, sans négociation, c'est le risque. Et c'est pourquoi j'insiste encore dessus. On ne peut pas, ce pouvoir n'est plus crédible pour entamer quoi que ce soit au nom du peuple malien. C'est pourquoi la base de la négociation, c'est d'abord le départ de la junte du pouvoir. Cela doit être sans ambiguïté. Et comment c'est aux Maliens de décider de cela. Et ce travail est déjà en train d'être fait. C'est pourquoi on anticipe ici en disant que la voie de la négociation reste la meilleure solution. Mais que pour ça, le préalable reste le départ de la junte. Et la junte partira d'une façon ou d'une autre. Oui, vous pensez. Ensuite, est-ce que les djihadistes, en fait, souhaitent que la junte parte? Absolument. C'est ça leur but ultime? Leur but ultime, je ne sais pas. Encore une fois de plus, moi, je ne me prononce pas sur les objectifs du JNIM puisque je n'en sais rien. Et je dis simplement que la situation dans laquelle le Mali se trouve actuellement doit changer. Et pour que ça change, il faut que la junte parte. Vous avez suivi il y a 2 jours le président de la transition qui s'est rendu à Bougouni pour l'ouverture d'une mine de lithium, qui a été contraint d'aller en hélicoptère à moins de 200 km parce que la route était impraticable. Vous avez vu des leaders d'opinion qui sont en prison aujourd'hui simplement pour avoir donné leur opinion. Des anciens premiers ministres qui sont en prison pour des tweets. Vous avez vu des gens qui ne peuvent pas voyager, des femmes qui ne peuvent pas voyager sans porter le hijab. Des citernes entières calcinées, aucun investissement depuis plus de 5 ans. Et on veut qu'on reste dans cette situation sans ouvrir une négociation. Non, il faut mettre fin à ce calvaire-là pour les populations qui se situent entre, d'une part, la junte autocratique, autoritaire, et le JNIM dont le pouvoir politique reste encore flou. Il faut le déterminer et marcher dessus. Quels sont les scénarios possibles, en fait? Non, pour moi, actuellement, le scénario d'une négociation avec le pouvoir me semble un peu limité. Parce que, comme a rappelé Antoine, nous sommes dans un contexte de rétrécissement de l'espace civique où les partis politiques sont dissous, les associations n'ont plus voix au chapitre, et toute opinion dissidente conduit soit en exil, soit en prison, comme votre cas vous-même, vous avez dû partir du Mali. Donc il y a cette situation qui, de mon point de vue, ne crée pas de conditions favorables d'une négociation avec le JNIM. Maintenant, il faut espérer que le JNIM, pour l'instant, à la différence de ceux qui pensent que demain Bamako va être pris, etc. Certains le disent, que Bamako va tomber. Je crois que ce schéma-là, il n'y a pas une chute imminente de Bamako. Et le JNIM n'est pas dans cet agenda. Mais il y a une volonté de créer les conditions d'un effondrement de l'État malien de l'intérieur. Parce que le fait d'empêcher le corridor Dakar-Bamako, Abidjan-Bamako veut apporter les conditions d'un effondrement de l'État et de tirer la mise. Il n'y a pas que le carburant, il y a aussi tous les biens alimentaires de plus en plus, et de plus en plus compliqués. Négalé. L'objectif immédiat paraît d'être en effet de provoquer une asphyxie. Mais pour répondre à votre question... De la capitale, et donc d'étouffer ce gouvernement actuellement au pouvoir, voire de provoquer une sorte de soulèvement populaire qui mènerait à sa chute. Est-ce qu'ils peuvent parvenir à Bamako? Militairement, à mon avis, non, pour les raisons indiquées précédemment. Mais en revanche, le scénario qui m'apparaît le plus vraisemblable, c'est celui de la
la mise en place d'une coalition large qui peut-être permettrait aussi au JNIM de se détacher de la centrale Al-Qaïda à laquelle il est affilié actuellement et qui a un lourd handicap d'un point de vue public. Le cas de la Syrie est très intéressant de ce point de vue-là. Vous parliez de califat. À mon avis, il ne s'agit absolument pas d'instaurer un califat. Il s'agit d'instaurer une gouvernance islamiste rigoriste à la tête d'un État constitué et non pas de le transformer en une autre forme de gouvernance. Antoine Gazer. Oui, non, mais tout le monde a le modèle de la Syrie. Mais c'est vrai donc que... c'est plus la Mauritanie, là c'est plutôt la Syrie. Mais il y a plusieurs modèles. C'est plutôt la Syrie. Donc la Syrie, donc le djihadiste qui parvient au pouvoir et qui essaye tout de même de mettre en place une unité nationale. C'est que Iyad Ali, c'est vrai qu'il a le leader du JNIM qui a combattu en Libye, qui est rentré, qui était avec les Touaregs et tout, il a quand même une stratégie d'ensemble. On a l'impression que n'a pas le pouvoir à Bamako, qui était obsédé par la reprise du Nord. Et tous ces mouvements djihadistes le suivent, Antoine Gazer. Au niveau social, ces pays, même du temps du président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, enfin, paix à son âme, qui repose en paix, mais le pays n'exerçait pas ses pouvoirs régaliens. C'est ce qui a tué d'ailleurs l'armée française, qui restait hors sol par rapport aux réalités locales. Il n'y avait plus d'école, plus de justice, il n'y avait plus de justice sociale. Eux, ils rendent la justice maintenant, le JNIM, dans un certain nombre de villages. Ils ont pris des petits villages déjà, à 500 km de Bamako. Ils sont là, ils sont présents. Ils sont déjà présents dans la vie sociale de ce pays. Et c'est ça qui est totalement nouveau. Il ne faut pas que les gens s'imaginent ça va être comme ça. Et donc le scénario, Antoine Gazer, mais on est déjà dans un scénario où ils n'ont même pas besoin de rentrer dans Bamako. Ils sont déjà complètement actifs. Alors pourquoi est-ce qu'ils continuent d'asphyxier la capitale simplement pour parachever une situation. Mais ils prennent leur temps. Et le temps joue pour eux. Le temps joue pour eux, le temps joue contre le Mali. Mais surtout, il faut faire attention pour réagir par rapport à ce qu'il disait tantôt. Au temps de Ibeka, c'était le Nord qui était véritablement le problème. Et on s'en souvient. Et le Nord était le problème, mais il y avait un instrument qui n'était certes pas parfait, mais il y avait un accord pour la paix et la réconciliation, qui avait ses défauts, mais qui était un instrument pour aller vers la paix. Et aujourd'hui, on n'a pas d'instrument pour aller vers la paix, on n'a pas d'interlocuteur dans la sous-région pour aller vers la paix, parce que nous avons fait de tous nos pays voisins des ennemis imaginaires. Il n'y a plus d'institutions avec lesquelles on peut s'appuyer, sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, et l'AES, justement, cette alliance avec le Niger et le Burkina, qui est une alliance intergouvernementale, le Mali ne la fait pas fonctionner, par exemple, l'AES ? L'AES a été créée il y a quelques années, tout simplement, et l'AES n'a pas d'instrument ni politique ni sécuritaire. Ils n'ont pas d'armée conjointe, ils n'ont pas de force d'intervention. Et chacun de ces pays, ne l'oublions pas, traverse quand même des crises énormes sur tous les plans. Oui, mais il pourrait être solidaire. Il y a depuis vendredi dernier une réunion des ministres de la Défense de l'AES à Niamey. Il y a des tentatives. Le Niger a décidé d'envoyer du carburant par le Burkina Faso. Qui est actuellement bloqué à Bori. Mais c'est que, actuellement bloqué. Dans le contexte de l'urgence, on sent que l'AES n'a pas une réaction à la hauteur de la situation. Et je pense que, comme vous avez appelé, Antoine a parlé de l'Algérie, un des problèmes, c'est que, compte tenu de la relation que la junte a construite avec les pays voisins, que ce soit l'Algérie, depuis l'histoire du drone et les déclarations contre l'Union africaine, ça a créé les conditions où, aujourd'hui, on est presque réduit à regarder ce qui arrive au Mali, à part le communiqué que vous avez rappelé. Est-ce que c'est justement, pardonnez-moi, mais est-ce que le Niger et le Burkina contemplent en ce moment ce qui se passe au Mali? Est-ce qu'il risque d'y avoir un effet domino? Parce qu'il y a aussi des djihadistes au Burkina et au Niger. On est effectivement très étonné par l'absence de réaction énergique de la part des deux grands alliés du Mali. Il y a effectivement ce convoi de carburant en provenance du Niger qui semble avoir été stoppé par les djihadistes au Burkina Faso, dont il faut rappeler qu'ils sont extrêmement présents
présent aussi sur le territoire burkinabé, aussi bien en ce qui concerne le JNIM qu'en ce qui concerne l'État islamique. Le Niger est donc là en plus en proie dans sa partie. Pardonnez-moi, vous parlez de nationalisation du mouvement, mais s'ils sont aussi présents au Niger et au Burkina, est-ce qu'ils ont un projet global qui englobe les 3 pays, ou est-ce qu'on est avec des forces djihadistes? Alors, en effet, les djihadistes n'ont pas ce projet global. Alors, j'allais plutôt dire oui. Mais bon, on n'est pas d'accord. Moi, je pense qu'en effet, cette question d'un projet islamiste rigoriste transnational est leur objectif idéal, mais qu'ils sont extrêmement pragmatiques et donc que c'est la prise de pouvoir des États constitués qui constituent leur agenda aujourd'hui et leur horizon réaliste. Antoine Glaser, vous dites... Oui, non, mais enfin, je ne sais pas, moi, à long terme, mais on voit qu'à court terme, chacun a ses propres problèmes et on voit que la stratégie du JNIM, ça a été d'abord le Nord, maintenant c'est sur l'ensemble du pays, etc. Alors qui est peut-être globalement à terme, etc. Mais pour l'instant, on voit bien que la stratégie du JNIM, ça veut dire ne pas rester bunkérisé au nord, descendre au sud, prendre le front de libération du Massina avec les Peuls, qui sont très nombreux, qui se déplacent avec des troupeaux, des éleveurs, etc. C'est une stratégie qui est pensée et qui va très loin. Et on voit que de mois en mois, de semaine en semaine, ça y est, ils descendent, ils sont sur l'ensemble du territoire. Et qui pourrait aller jusqu'au Burkina et au Niger quand même. Non. Quand vous voyez une note interne du Burkina Faso qui interdit à ses militaires et au VDP de convoyer le carburant malien, vous voyez clairement qu'il y a un problème. Quand vous voyez... Pourquoi alors? Parce qu'ils ont eux-mêmes leurs problèmes. Parce qu'eux-mêmes n'en peuvent plus de la situation qu'ils traversent, qui est beaucoup plus grave que ce que... ensemble, on n'est pas plus fort que tout seul. Si c'était le cas, on ne sortirait pas de la CEDEAO. C'est-à-dire, il faut comprendre que dans leur conception, en fait, ils sont ensemble par dépit. Tout simplement parce que c'est des putschistes. Ils veulent éviter les sanctions économiques de la CEDEAO. Ils veulent éviter des sanctions politiques de telle ou telle organisation. Donc, il faut créer un ensemble de chaos, un ensemble de conditions pour se maintenir au pouvoir et isoler le Mali. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui comme conséquence. C'est pourquoi j'appuie cette idée-là de faire recourir au ressort du Mali. Il a parlé de l'imam Dicko qui a un centre pour la paix. Je parlerai des hommes politiques aujourd'hui qui ont exercé le pouvoir d'État, qui savent comment sortir de... qui devraient retourner au pays, donc... Absolument. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Je crois d'abord qu'il y a un projet, effectivement, de... créer une solidarité et une réponse transnationale à travers l'AES, dont la charte prescrit que si un pays est en difficulté, les autres... Mais il y a des limites aujourd'hui parce que personne ne peut dégarnir ses moyens pour aller soutenir l'ami. Mais la préoccupation existe et les manifestations de solidarité ont été exprimées. Mais au-delà de l'AES, il faut qu'on ait conscience que cette urgence-là concerne aussi le pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, qui sont des pays voisins, et même l'Algérie. Mais comment le faire quand on insulte ces pays? Comment le faire quand on insulte ces pays à longueur de journée? Comment demander à l'Algérie de s'impliquer si chaque jour les ministres de la République sortent pour insulter ce pays? Comment demander à la Côte d'Ivoire de s'impliquer? C'est pourquoi je dis que la junte actuelle est le principal obstacle à la paix au Mali. Justement, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, comment réagissent-ils? Parce qu'il y a aussi des problèmes de djihadistes. Alors, le Sénégal, en effet, pour le dire différemment, a en effet peur parce que, notamment, les troupes du JNIM, enfin les combattants, ont beaucoup poussé vers la région de Caille. Et le blocus, d'ailleurs, touche avant tout les camions-citernes en provenance du Sénégal. Donc, au-delà de la peur, il y a aussi une grande préoccupation économique parce que le Mali est un partenaire économique essentiel pour les débouchés sénégalaises. Donc, il y a cet élément-là. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est plus compliqué. Et par ailleurs, le gouvernement du PASTEF, aujourd'hui au pouvoir au Sénégal, a une certaine proximité
idéologique avec certaines rhétoriques nationalistes, souverainistes qui sont portées par le gouvernement du Mali. Mais il y a côté ivoirien une posture qui est différente, qui est d'opposition frontale à ces juntes du Sahel. Et on voit que la réponse sécuritaire qui est apportée côté ivoirien a semblé relativement efficace jusqu'ici, mais que les attaques dans le nord du pays notamment ont eu tendance à être de plus en plus nombreuses, même si ça paraît relativement contenu actuellement. Antoine Gazer, donc à la frontière nord, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a beaucoup plus de moyens que les autres et ils se sont suréquipés. Ils ont des cyberrenseignements israéliens, ils ont des équipements chinois. Ils surveillent la frontière du Nord, autant pour les problèmes internes d'ailleurs qu'externes, mais c'est une autre histoire. Mais ils sont super équipés. C'est un autre problème. Quel avenir pour le Mali, puisqu'on arrive un peu à la fin de cette émission, Étienne Fakaba Sissoko? Aujourd'hui, il y a une nécessité d'abord de faire partir cette junte. Premier élément. Deuxième élément, il y a une nécessité d'ouvrir un canal de dialogue aujourd'hui avec les djihadistes, pour poser les véritables questions et sortir des spéculations, sortir de ce qu'on ne sait pas. Et aujourd'hui, il faut poser la question justement de la place de la religion dans la gestion des affaires publiques du Mali. Cela est indispensable. Eux, ils ont une réponse, le GNIM, me semble-t-il. Et à nous d'apporter une autre réponse, une autre alternative pour sortir finalement de cette situation. Encore une fois de plus. Donc vous restez optimiste tout de même sur Absolument, parce que moi je suis convaincu que cette organisation que nous sommes en train de mettre en place, qui tend aujourd'hui la main au GNIM pour ouvrir le dialogue, peut être la clé, peut être la sortie de crise que nous attendons. Moi, je crois que l'erreur serait de laisser le Mali seul, regarder le Mali comme ça, et qu'on ne lui apporte pas de l'assistance, que ce soit celle de l'AES, que ce soit celle de la CEDEAO, que ce soit celle du reste du continent. Parce vous les appelez à se mobiliser, il faut qu'il y ait une mobilisation et il faut créer les conditions pour que cette mobilisation soit acceptée. Parce que nous sommes dans une posture souverainiste. Si on dit qu'on va reproduire les mêmes erreurs, déclencher des chars qui vont arriver à Bamako, ça ne marchera pas parce qu'il y aura un rejet. Mais il faut créer les conditions, y compris par le dialogue avec le pouvoir militaire, pour que cette solidarité puisse s'exprimer et qu'on ne laisse pas le Mali seul face à la situation dans laquelle Moi, d'un mot, très rapidement, je pense qu'il ne faut pas écarter la possibilité d'une autre composante militaire qui arrive au pouvoir et qui fasse alliance avec les composantes religieuses, y compris non djihadistes de type Imam Dicko, effectivement, et avec des forces politiques capables de transiger, effectivement sur les deux fronts. Antoine Gazer. Moi, le petit blanc du bord de Seine, je suis toujours pour le Mali aux Maliens. Donc, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Antoine Gazer, Niégalé Bagayoko. Merci Étienne Fakaba Sissoko d'avoir été avec nous, Sédic Abba. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain.